Maman a annulé mon 18e anniversaire à cause du caprice de mon frère, si je ne peux pas m'amuser. Elle non plus, a dit mon frère. Alors j'ai fait mes valises en silence. Et j'ai regardé leur vie parfaite s'effondrer sans moi. Le soir de mes 18 ans, ma mère a annulé ma fête parce que mon frère a piqué une crise. Je m'appelle Nora. J'ai 18 ans, et j'avais passé toute la semaine à me dire que ce jour marquerait le début de ma vraie vie d'adulte. Au lieu de ça, je me suis retrouvé debout dans la cuisine, un plateau de cupcakes glacés à la main, pendant que ma mère fixait son téléphone, tapant des messages d'excuses à mes invités. Tout a commencé ce matin-là, quand mon frère a fait irruption dans la maison en claquant la porte si fort que les cadres au mur ont tremblé. Il avait prévu un grand road trip avec ses amis. Un long trajet, de la musique à fond, un concert dont il ne cessait de se vanter. Quelque chose a mal tourné. La voiture est tombée en panne. Le voyage est tombé à l'eau. Et il est rentré furieux. Il n'a pas demandé comment avançaient les préparatifs de ma fête. Il n'a même pas regardé les décorations étalées sur la table. Il a juste pointé du doigt le jardin, où j'avais accroché des guirlandes lumineuses bon marché, et a dit, si je ne peux pas m'amuser, alors elles non plus. Il n'a pas prononcé mon nom. Il n'en avait pas besoin. Ma mère s'est tue, comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Le temps que je réalise ce qui se passait, elle avait déjà envoyé des messages à mes amis et à ma famille pour leur dire que la fête était annulée pour des raisons personnelles. Personne ne m'a demandé mon avis. Des heures plus tard, le jardin était toujours décoré. Les cupcakes étaient alignés sur le comptoir, et mon téléphone restait douloureusement silencieux. Pas de sonnette, pas de voiture qui se gare. Juste mon père qui évitait mon regard, et ma mère qui insistait, c'est mieux comme ça, chérie. Ton frère ne va pas fort en ce moment. C'est à ce moment précis que quelque chose s'est brisé en moi. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien jeté. Je n'ai même pas pleuré devant eux. Je suis allé dans ma chambre, j'ai fermé la porte, et j'ai commencé à faire mes valises aussi silencieusement que possible. S'il voulait une vie où l'humeur de mon frère décidait de tout, il pouvait l'avoir. J'avais fini de supplier pour être incluse. Et le plus fou, c'est que je n'ai rien eu à faire pour me venger. Tout ce que j'avais à faire, c'était de partir et de regarder leur image de famille parfaite s'effondrer sans moi. Avant de décider que j'ai réagi de manière excessive, restez avec moi jusqu'à la fin. Parce que ce qui s'est passé après cette nuit-là a transformé un anniversaire gâché en une sorte de karma que mon frère n'a jamais vu venir. J'étais en train de fourrer mon vieil appareil photo au fond de mon sac à dos quand ma mère m'a crié, depuis le bas de l'escalier, de descendre. Sa voix avait ce ton tranchant qui signifiait que ce n'était pas une demande. Je suis entré dans la cuisine et je les ai trouvés tous les trois qui m'attendaient, comme pour une sorte d'intervention ratée. Ma mère, Karen, se tenait les bras croisés. Mon père, Mike, était appuyé contre le comptoir, faisant semblant d'être calme. Et mon frère était assis à table comme un roi misérable sur son trône, boudant encore comme si l'univers lui devait un remboursement. C'était la première fois que quelqu'un essayait vraiment d'expliquer pourquoi mon anniversaire avait été effacé. Ma mère m'a regardé comme si c'était moi qui causais le drame. Elle a commencé à raconter à quel point mon frère, Ethan, venait de passer une journée horrible. Comment son voyage pour le concert était tombé à l'eau quand la voiture est tombée en panne. Comment il avait dû se faire remorquer. Comment il était épuisé et stressé de travailler déjà à temps plein au café de mon père. Mon père acquiesçait à chaque mot, comme si elle lisait un script qu'ils avaient répété ensemble. J'ai posé une simple question, et c'est pour ça que vous avez annulé mon 18e anniversaire sans même me le dire? Ma mère a soupiré comme si j'étais trop dramatique. Elle m'a dit qu'elle avait envoyé un message à tout le monde disant que j'étais malade, que j'avais de la fièvre et que je ne pouvais pas organiser la fête, que c'était pour le bien de tous. Tu auras plein d'autres anniversaires, a-t-elle dit. Ton frère n'a que cette semaine pour se remettre de ce qui s'est passé. Tu dois penser à la famille. Je l'ai juste fixé. À cette seconde, chaque fois que « penser à la famille » avait en réalité signifié « penser à Ethan » m'est revenu en mémoire. Les soirées cinéma où je m'asseyais par terre ou prenais la chaise cassée parce qu'Ethan avait mal au dos. Les road trips où la playlist était toujours la sienne. Et si je suggérais une chanson, ça tournait à la blague sur mes goûts horribles pendant que mes parents riaient avec lui. L'année dernière, il a eu un ordinateur portable tout neuf pour le travail et j'ai récupéré son vieux truc lent avec la phrase « Le sien marche encore très bien ». Tu n'as pas besoin de quelque chose de sophistiqué. Tout cela s'est empilé dans ma tête et a atterri là, dans cette cuisine.
J'ai demandé, la voix tremblante mais claire, alors, en 18 ans, y a-t-il déjà eu un jour qui était vraiment à propos de moi? Ethan a ricané et s'est adossé à sa chaise comme si c'était le meilleur divertissement qu'il avait eu de la semaine. Oh mon Dieu, Nora, tu es sérieusement en train de ramener ça à toi, a-t-il dit. Je viens de perdre tout mon voyage. Ma semaine est foutue. Le boulot me tue. Et toi, tu pleurniches pour des cupcakes. Tu ne vois pas à quel point c'est égoïste? Tu dois juste accepter que cette semaine ne tourne pas autour de toi. Je me suis tourné vers mon père. Qu'est-ce que tu en penses? Il ne voulait pas croiser mon regard. Il fixait le comptoir et a dit doucement, je veux juste que tout le monde se calme. Ton frère ne va pas bien. Une fête bruyante ne ferait qu'aggraver les choses. On pourra se rattraper plus tard. J'ai ri, mais il n'y avait rien de drôle. Je ne vais pas bien non plus. Est-ce que ça compte, au moins? Ethan est intervenu avant que mon père ne puisse répondre. Toi, ça va, a-t-il claqué. C'est toujours le cas. Tu es forte. C'est moi qui porte la vraie pression. C'est moi qui travaille à temps plein au magasin, qui écoute les clients impolis, qui m'inquiète pour les factures. Je mérite une pause plus que tu ne mérites une fête. La phrase de ce matin m'a frappé à nouveau comme une gifle, si je ne peux pas m'amuser, alors elle non plus. J'ai regardé ma mère et j'ai demandé, donc, parce qu'il a raté un concert, je n'ai pas d'anniversaire. C'est vraiment ce que vous dites? La voix de ma mère est montée d'un cran. Elle m'a accusé de manquer d'empathie familiale. Elle a dit qu'Ethan avait toujours été plus sensible, plus fragile, qu'il ressentait les choses plus profondément, et que j'avais toujours été plus forte et plus indépendante. Ça ressemblait à un compliment, mais c'était juste une jolie façon de dire, nous n'avons pas besoin de nous inquiéter pour toi. Je l'ai poussé à bout, et mentir à tout le monde en disant que je suis malade? C'est de l'empathie, ça aussi? Elle a répliqué instantanément, je ne voulais pas que les gens t'embêtent, et je ne voulais pas qu'on embête ton frère. C'était une décision d'adulte. Tu ne comprends pas la situation dans son ensemble. La pièce semblait de plus en plus petite. Ethan et moi avons commencé à nous crier dessus, sa voix pleine de reproches. Il continuait de dire que c'était moi la cause de l'atmosphère toxique de la famille. Que si je restais tranquille et laissais couler, tout irait bien. Je lui ai dit que cette famille n'avait jamais été équilibrée, que j'en avais assez de nous regarder tous orbiter autour d'une seule personne. Nos voix montaient de plus en plus haut, jusqu'à ce que ma mère nous hurle à tous les deux d'arrêter et que mon père marmonne, ça suffit, sans vraiment prendre la défense de qui que ce soit. En plein milieu de tout ce vacarme, la sonnette a retenti. Personne n'a bougé. Elle a sonné encore et encore. Finalement, mon père s'est décollé du comptoir et est allé ouvrir, espérant probablement que c'était une livraison derrière laquelle il pourrait se cacher. J'ai entendu la porte s'ouvrir, puis sa voix surprise. Lisa, qu'est-ce que tu fais là? Je suis sorti de la cuisine et j'ai vu ma tante Lisa, la sœur aînée de ma mère, debout sur le seuil avec une valise à ses côtés, regardant par-dessus l'épaule de mon père à l'intérieur de la maison. De là où elle se tenait, elle pouvait tout voir. Le jardin à moitié décoré, les cupcakes d'anniversaire intacts, mon visage rouge, mon frère affalé à table comme un nuage d'orage. Elle n'avait besoin de personne pour lui expliquer. Un seul regard sur cette scène et elle a su que quelque chose clochait vraiment. Et à cet instant, j'ai réalisé que cette nuit n'était plus seulement l'histoire d'une fête annulée. C'était sur le point de devenir la nuit où tout allait commencer à se fissurer. Tante Lisa a fait rouler sa valise par la porte d'entrée et s'est arrêtée, observant la banderole à moitié accrochée, les cupcakes intacts et les guirlandes qui brillaient encore dans le jardin. Mon père s'est écarté maladroitement. J'étais dans le couloir, avec l'impression que quelqu'un venait d'ouvrir le rideau sur une scène que ma famille ne voulait montrer à personne. Ma mère est apparue une seconde plus tard, plaquant un grand sourire faux sur son visage. Lisa, on ne savait pas que tu venais, a-t-elle gazouillé. Lisa a haussé un sourcil. Je t'ai envoyé un texto hier et ce matin, a-t-elle dit. Pas de réponse, alors j'ai pensé surprendre ma nièce pour ses 18 ans. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Joyeux anniversaire, Nora. J'ai ouvert la bouche, mais ma mère m'a coupé. Elle est malade, a-t-elle annoncé. Fièvre, frisson. On a dû annuler la fête. On ne voulait pas te faire venir de Portland pour rien. Lisa a parcouru du regard mon jean et mon t-shirt. L'absence totale de médicaments, de mouchoirs ou même d'une couverture. Malade, a-t-elle répété.
C'est ça. Mon père est intervenu, bafouillant sur le fait que la semaine avait été stressante, que le voyage d'Ethan était tombé à l'eau, que tout le monde était à cran. On aurait dit qu'il sortait des excuses d'une boîte au hasard. Lisa a levé la main. Je ne t'ai pas demandé, a-t-elle dit, et elle s'est tournée complètement vers moi. Nora, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Personne dans ma maison ne m'avait jamais demandé ça. Quelque chose en moi a décidé que c'était le moment. Je lui ai dit que ma fête avait été annulée sans que personne ne me demande mon avis. Que ma mère avait envoyé un texto à tout le monde disant que j'étais trop malade pour recevoir. Que mon frère était rentré furieux à cause de son concert gâché. Qu'il avait dit, si je ne peux pas m'amuser, alors elle non plus. Et que, d'une manière ou d'une autre, cette seule phrase avait pesé plus lourd que mon anniversaire. Puis je lui ai dit que ce n'était pas juste ce soir. Je lui ai parlé des soirées cinéma par terre pendant qu'Ethan avait la meilleure place pour son dos, des road trips où mes chansons étaient une blague, de l'ordinateur portable tout neuf qu'il avait eu pour le travail pendant que je récupérais son vieux truc défaillant parce que, tu n'as pas besoin de quelque chose de sophistiqué. Tu es forte. Ma voix tremblait, mais je ne me suis pas arrêté. Quand j'ai fini, la cuisine est devenue silencieuse. Ma mère s'est précipitée pour combler le vide. Elle exagère, a-t-elle dit. Tu sais comment sont les ados. Ethan a traversé une période difficile. Il travaille à temps plein au magasin. Toute cette pression. On essaie juste de le soutenir émotionnellement. Nora a toujours été indépendante. Elle n'a pas besoin de nous de la même manière. Depuis la table, Ethan a ricané. On fait vraiment ça devant tante Lisa pour une fête annulée? Les yeux de Lisa sont restés fixés sur mes parents. Le soutenir émotionnellement, a-t-elle répété. Intéressant. Mon père s'est agité. Lisa, ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, l'a-t-elle coupé, c'est que depuis 2 ans, je vous vire de l'argent tous les mois pour garder le café de Mike ouvert. Loyer, inventaire, un supplément ce mois-ci parce que vous aviez dit vouloir faire quelque chose de spécial pour les 18 ans de Nora. Et maintenant, j'entre et je vois ça. Mon cerveau a bégayé. Tu as payé pour le magasin? Ai-je demandé. Depuis 2 ans. Le visage de Lisa s'est adouci quand elle m'a regardé. Oui, a-t-elle dit. Quand la pandémie a frappé et que le magasin a failli couler, ta mère m'a appelé en pleurant. Elle a dit qu'elle ne voulait pas que toi et Ethan perdiez votre maison. Je l'ai cru. Je pensais aider une famille qui faisait de son mieux. Son expression s'est durcie en se tournant vers eux. Je n'ai pas signé pour financer un système où la crise de nerfs d'un gamin compte plus que l'étape importante de l'autre. Ma mère s'est hérissée. Tu ne comprends pas à quel point Ethan est sensible, a-t-elle dit. On doit faire attention avec lui. Nora est forte. Elle n'a pas besoin de ce genre de soutien. Être forte ne veut pas dire qu'elle n'a besoin d'aucun soutien, a répliqué Lisa. Puis elle a regardé Ethan. Tu as 22 ans. Tu as raté un concert. C'est nul. Mais ça ne justifie pas d'annuler le 18e anniversaire de ta sœur et de mentir à tout le monde à ce sujet. Il a levé les yeux au ciel. Je ne t'ai rien demandé. Je travaille là-bas. Je suis sous pression. Ils ont fait ce qui était juste pour la famille. C'est elle qui fait une scène. Lisa a laissé échapper un rire bref et sans humour. Non, a-t-elle dit. Ce qui est juste pour la famille a signifié garder Ethan confortable et espérer que Nora reste silencieuse pendant longtemps. J'ai fini de payer pour ça. Elle a pris une inspiration. À partir de maintenant, je coupe les vivres. Plus de dépôt mensuel. Plus de virements d'urgence. Si vous voulez garder le magasin, débrouillez-vous. Je ne vais pas vous financer pour que vous traitiez Nora comme un bruit de fond. Ma mère lui a attrapé le bras. Tu ne peux pas juste nous couper les vivres, a-t-elle dit, la panique perçant dans sa voix. On a des factures, le bail, les employés. Tu ne peux pas partir maintenant. Je ne pars pas en abandonnant les enfants, a dit Lisa d'une voix égale. Je cesse d'être votre plan financier. Vous êtes des adultes. Assumez vos choix. Puis elle s'est retournée vers moi et sa voix s'est adoucie d'une manière dont je n'avais pas l'habitude. Nora, je ne peux pas effacer ce qu'ils ont fait, mais je peux t'offrir une porte de sortie. Si tu veux, tu peux venir vivre avec moi à Portland. J'ai une chambre d'amis. Tu pourras finir l'école. On regardera les universités.
On te trouvera un job à temps partiel qui n'est pas lié à ce drame. Tu mérites un foyer où ton anniversaire n'est pas annulé parce que ton frère a passé une mauvaise semaine. Derrière elle, mes parents ont commencé à parler en même temps. Ma mère l'accusait de me voler. Mon père suppliait tout le monde de se calmer. Ethan marmonnait à propos de trahison. Mais tout cela semblait lointain, comme si ça se passait dans une autre pièce. Pour la première fois de ma vie, il y avait une porte ouverte qu'il ne contrôlait pas. Cette nuit n'était plus seulement l'histoire d'une fête gâchée. C'était devenu un vrai choix. Rester dans une maison qui tournait autour de l'humeur de mon frère, ou partir et voir enfin ce qu'il adviendrait de leur famille parfaite quand j'arrêterais de la faire tenir ensemble en restant silencieuse. Je n'ai pas fait de liste. Je n'ai pas dormi dessus. Je n'ai pas attendu le moment parfait. Si je l'avais fait, je savais que j'aurais commencé à tout minimiser, comme mes parents le faisaient toujours, jusqu'à ce que, ils ont annulé mon 18e anniversaire parce que mon frère était contrarié, ressemble à une réaction exagérée stupide. Alors, quand tante Lisa a dit, tu mérites un foyer où ça n'arrive pas, les mots sont sortis avant que je puisse douter. D'accord, je veux partir. Toute la pièce s'est figée. Le visage de ma mère s'est tordu comme si elle n'arrivait pas à décider si elle était blessée ou furieuse. Tu ne vas nulle part, a-t-elle claqué. Tu es sous le coup de l'émotion. Tu ne penses pas clairement. On te fera une fête le week-end prochain. On se rattrapera. Tu ne vas pas déchirer cette famille pour une mauvaise décision. Mon père a levé les mains comme un arbitre. Et, ma puce, calmons-nous, a-t-il dit. Ta tante est énervée. On peut parler demain. On ne déménage pas dans un autre état à cause d'une dispute. Lisa n'a pas scié. Elle pense plus clairement que vous deux, a-t-elle dit. Et elle a 18 ans. Elle a le droit de choisir. Ma mère s'est tournée vers elle. Tu essaies de voler ma fille, a-t-elle dit, la voix tremblante. Tu débarques de ta vie parfaite à Portland pour nous juger, et maintenant tu fais miroiter de l'argent et de la liberté devant elle comme une sorte de pot de vin. C'est ce que tu fais toujours. Tu arrives et tu joues au héros. Si j'étais en train de la soudoyer, j'aurais apporté un gâteau et je ne t'aurais pas laissé annuler son anniversaire, a dit Lisa. Puis elle m'a regardé. Prends ce dont tu as besoin. Vêtements, affaires d'école, tout ce qui est important. On réglera le reste plus tard. Tu ne dois de performance à personne ici. En haut, ma chambre semblait plus petite que ce matin-là. La tenue que j'avais prévue pour ma fête était toujours étalée sur le lit. Les ballons s'affaissaient dans le coin. Les guirlandes lumineuses brillaient autour du miroir comme si elles appartenaient à la vie de quelqu'un d'autre. J'ai fourré des jeans, des sweats, quelques chemises, mes carnets, le vieil appareil photo et quelques livres dans un sac à dos et un sac de sport. Chaque fois que je jetais quelque chose dedans, c'était comme si je disais, c'est à moi. Ça vient avec moi. Vous ne décidez pas, en bas, la dispute continuait. Ma mère accusait Lisa de me monter contre ma famille. Mon père lui demandait de leur donner plus de temps. Ethan marmonnait à propos de drame et de trahison. Pas un seul d'entre eux n'a crié en haut de l'escalier pour demander ce que je voulais vraiment. Quand je suis descendu avec mes sacs, les yeux de ma mère étaient humides, mais je ne savais pas si elle pleurait pour moi ou pour le filet de sécurité qui s'effondrait sous ses pieds. Si tu passes cette porte avec elle, a-t-elle dit, ne t'attends pas à ce qu'on t'attende quand tu décideras de revenir. On ne va pas te courir après pendant que tu pars jouer la victime. Quelques mois plus tôt, ça m'aurait anéanti. Maintenant, ça ressemblait juste à une autre règle que j'avais fini de suivre. D'accord, ai-je dit. Alors n'attendez pas de moi que je continue à faire semblant que c'est normal. Mon père ne m'a pas serré dans ses bras. Il est juste resté là, les mains vides. Ethan fixait son téléphone et a marmonné, incroyable. Comme si j'avais volé sa vedette au lieu de mon propre avenir. Lisa a posé sa main légèrement dans mon dos et m'a guidé vers la sortie. Le bruit de la porte se refermant derrière nous a résonné comme un trait qu'on tire. Le trajet vers Portland semblait irréel. Seattle est devenu flou, puis l'autoroute, puis de longues étendues de routes et d'arbres. Au début, j'ai tout remis en question. Est-ce que je réagissais trop fort? Y avait-il un moyen de rester et de faire marcher les choses? Lisa a laissé le silence respirer. Finalement, elle a dit, tu sais que ce n'est pas ta faute, hein? Comme si c'était un fait, pas un argument. Personne dans ma maison n'avait jamais dit ça sans le faire suivre d'un « mais ». Elle, non. Elle a juste laissé la phrase flotter là.
Sa maison à Hillsdale était petite et chaleureuse, avec de vraies plantes, des étagères de livres et d'appareils photo, et une chambre d'amis qu'elle m'a cédée sans hésitation. Elle est à toi tant que tu en as besoin, a-t-elle dit. On peut changer tout ce que tu n'aimes pas. L'important, c'est que tu te sentes en sécurité. Ce premier soir, on a fait des burgers sur la cuisinière et on les a mangés sur le canapé, en regardant ce que je choisissais sur Hulu. Personne n'a vérifié si mon frère approuverait. C'était si douloureusement ordinaire que ça en semblait révolutionnaire. Au fil des jours suivants, ma vie est passée de la réaction à la planification. Lisa s'asseyait avec moi à table, ordinateur ouvert, et passait en revue les options universitaires, les bourses, les jobs à temps partiel qui n'étaient pas liés au magasin de mon père. Chaque fois que je disais « je ne pense pas être assez bien pour ça », elle demandait « qui t'a dit ça ? Toi ou eux ?» C'était inconfortable de voir combien de limites dans ma tête ressemblaient étrangement à la voix de mes parents. Mon téléphone n'est pas resté silencieux au début. Ma mère envoyait de longs textos qui commençaient par « je suis désolé que tu te sentes blessé » et glissaient vers des paragraphes sur le stress, l'état émotionnel d'Ethan, la difficulté d'être parent. Elle jurait qu'elle m'aimait autant que lui. Elle disait qu'ils avaient annulé seulement parce qu'il était à bout. Mon père envoyait des messages plus courts. « J'espère que tu t'installes bien. Tu nous manques. » Sans jamais mentionner le mensonge sur le fait que j'étais malade. Pendant un moment, j'ai répondu poliment. Puis le ton a changé. Ma mère a commencé à parler du magasin. À quel point le fait que Lisa leur coupe les vivres était dévastateur, à quel point la situation était fragile. Elle laissait entendre que si je parlais juste à Lisa, si je lui expliquais qu'ils avaient été dépassés, peut-être qu'elle reconsidérerait sa décision. Elle t'écoute, écrivait ma mère. Tu es raisonnable. Raisonnable ne signifiait pas qu'il voulait de moi. Ça signifiait qu'il voulait que je répare ça pour eux, comme je réparais tout le reste. Un soir, après un autre message disant qu'ils ne pouvaient pas survivre sans l'aide de Lisa, j'ai posé le téléphone. Je ne leur manque pas, ai-je dit. C'est ce que je peux leur obtenir qui leur manque. Lisa n'a pas pris de pincettes. Elle m'a parlé de l'appel quand ma mère avait perdu son emploi à l'épicerie. De la façon dont elle avait présenté Ethan comme l'avenir, celui qui porterait la famille une fois que le café décollerait. Dans cette histoire, j'ai réalisé que je n'avais jamais vraiment été le personnage principal. J'avais été le plan B, la forte qu'il supposait capable de survivre au fait d'être ignorée. La fois suivante où ma mère m'a appelé en vidéo, me montrant chaque coin de la maison comme une visite guidée de la culpabilité et terminant par « si tu parles juste à ta tante, peut-être qu'elle nous aidera encore », j'ai finalement demandé « si je revenais, ce serait parce que tu veux que je sois là, ou parce que tu veux récupérer son argent ?» Elle a hésité juste assez longtemps pour répondre sans mots. Cette hésitation est ce qui m'est resté plus tard, quand j'ai commencé à comprendre qu'il me restait une chose qu'ils voulaient encore contrôler, si je restais parti ou si je revenais pour me remettre dans le rôle qu'ils avaient choisi pour moi. Et cette réalisation est ce qui m'a poussé vers l'ultimatum que j'allais leur donner. Celui qui les forcerait enfin à choisir à voix haute qui comptait le plus. À un moment donné, les appels et les textos de mes parents ont cessé de ressembler à des conversations pour ressembler à du spam. Chaque message contenait les trois mêmes ingrédients, une demi-excuse, un paragraphe complet sur la fragilité d'Ethan, et une ligne sur le fait que le café tenait à peine le coup depuis que Lisa leur avait coupé les vivres. Un soir, après avoir relu un autre mur de texte sur la pression qu'Ethan subissait, j'en ai eu assez de me demander où je me classais dans leurs priorités et j'ai décidé de le découvrir. J'ai tapé « Si vous voulez vraiment que j'envisage ne serait-ce que de revenir, alors Ethan doit déménager. Il a 22 ans. Il peut vivre seul. Je n'envisagerai de rentrer que s'il part. » Même à mes oreilles, ça sonnait dur. Mais je n'étais pas vraiment en train de négocier. Je les testais. J'ai appuyé sur envoyer avant de pouvoir me dissuader. La bulle de saisie est apparue, puis a disparu. Puis plus rien. Pas de réponse ce soir-là. Aucune le lendemain. Pour la première fois depuis mon départ, mon téléphone était complètement silencieux. Pendant ce temps, ma vie à Portland continuait de s'étendre de petites manières bien réelles. Lisa m'a aidé à obtenir un emploi à temps partiel dans une petite librairie indépendante aux étagères bancales et à la caisse capricieuse. Je rangeais les rayons, recommandais des livres et rentrais chez moi avec une odeur de papier et de poussière au lieu d'espresso brûlé et de stress. C'est là que j'ai rencontré Jake, un grand étudiant en ingénierie qui est entré pour chercher un manuel et est resté pour parler de tout le reste. Quand je lui ai dit que j'avais déménagé de Seattle parce que ma famille était compliquée,
il n'a pas insisté. Il a juste hoché la tête comme s'il comprenait et m'a demandé si je voulais un café après mon service. Quelques semaines plus tard, on faisait nos devoirs ensemble à la bibliothèque publique, et pour une fois, mon monde semblait orbiter autour d'autre chose que l'humeur de mon frère. Un après-midi gris, nous sommes sortis de la bibliothèque en riant à propos d'un de ses professeurs, et les poils sur ma nuque se sont hérissés. J'ai regardé de l'autre côté de la rue et j'ai vu une voiture sombre garée près du coin. Appuyé contre elle, capuche relevée, main dans les poches, me fixant droit dans les yeux, c'était Ethan. Pendant une seconde, mon cerveau a refusé de l'accepter. Ethan appartenait à Seattle, à notre cuisine, derrière le comptoir de mon père, pas sur un trottoir aléatoire de Portland. Mais ensuite, il s'est décollé de la voiture et s'est engagé sur le passage piéton, ignorant le feu et les coups de klaxon. « Nora » a-t-il appelé. La main de Jake s'est resserrée sur la sangle de son sac à dos. « Tu le connais » a-t-il demandé doucement. « Ouais » ai-je dit. « C'est mon frère. » Ethan s'est arrêté à quelques mètres, a lancé à Jake un regard rapide et dédaigneux, puis s'est concentré sur moi. De près, il avait l'air plus négligé, épuisé et survolté en même temps. « On doit parler » a-t-il dit. Seul. Mon estomac s'est noué. « Qu'est-ce que tu fais là » ai-je demandé. « Comment tu m'as trouvé » Il a levé les yeux au ciel. « Maman m'a donné ton adresse » a-t-il dit, « et ton emploi du temps. Elle a dit que tu travaillais dans une petite librairie poussiéreuse et que tu te cachais dans cette bibliothèque tous les jours. Ils sont inquiets. Ils ne comprennent pas pourquoi tu fais ça. Alors, je leur ai dit que je viendrais essayer de te faire entendre raison puisque tu ne veux pas les écouter. Bien sûr, il l'avait envoyé quand les textos de culpabilisation n'avaient pas fonctionné. Envoyer l'enfant roi en personne. J'ai pris une inspiration. Si tu as quelque chose à dire, tu peux le dire ici même, ai-je dit. Je ne vais nulle part seul avec toi. Jake est resté à côté de moi, solide, sans se mettre devant moi. Ethan a ri sans humour. Très bien, a-t-il dit. Ils m'ont parlé de ton petit ultimatum. Tu as dit que tu ne rentrerais que si je déménageais. Tu as une idée d'à quel point c'est dingue. Tu essaies de faire exploser la famille parce que tu n'as pas eu de fête d'anniversaire. L'entendre réduire toute mon enfance à une fête d'anniversaire a refroidi quelque chose en moi. Je ne fais rien exploser. J'ai dit que je leur donnais une chance de me faire passer en premier. Juste une fois. Alors, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Sa mâchoire s'est contractée. Ils ont décidé de ne pas jeter leur fils à la rue pour nourrir ton ego. Il a dit, ils ne me mettent pas dehors pour que tu puisses te sentir spécial. Ils ont choisi leur santé mentale. Ça a fait mal, même si c'était exactement la réponse à laquelle je m'attendais. Ça a fait mal parce qu'il l'a dit comme si c'était évident, comme s'il n'y avait jamais eu de question. J'ai soutenu son regard quand même. Alors maintenant quoi? Ai-je demandé. Tu es venu jusqu'ici pour me dire qu'ils t'ont encore choisi? Il s'est approché juste assez pour faire grimper mon rythme cardiaque. Non, a-t-il dit, je suis venu ici pour que tu arrêtes ça et que tu répares ce que tu as cassé. Tu vas venir avec moi, appeler maman et papa et dire à tante Lisa que tu as fait une erreur. Toute cette histoire se termine quand tu arrêteras de prétendre que tu es la victime. Mon poignet a commencé à picoter avant même qu'il ne tente de l'attraper. Et dans cette fraction de seconde, j'ai su que ce qui allait se passer ensuite allait franchir une ligne qu'aucun de nous ne pourrait plus prétendre ignorer. Dès que ses doigts se sont refermés sur mon poignet, tout le reste est devenu flou. Sa prise était assez forte pour que je sache que je verrais des marques plus tard. Tu viens avec moi, a sifflé Ethan. On va appeler maman et papa, et tu vas réparer ce que tu as fait. J'ai tiré en arrière, mais il a resserré sa prise. Lâche-moi, ai-je dit, plus fort que je ne le voulais. Les gens sur le trottoir ont regardé. Avant qu'Ethan ne puisse me traîner d'un seul pas, Jake s'est avancé et a détaché sa main de mon bras avec cette force calme et contrôlée que je n'avais jamais vue utiliser pour ma défense auparavant. Elle a dit lâche, a dit Jake, la voix basse. Touche-la encore, et j'appelle la police. Ethan a reculé brusquement comme s'il avait reçu une décharge électrique. Pendant une seconde, il a juste fixé Jake, puis moi, comme s'il ne pouvait pas croire que quelqu'un lui disait non. Puis l'incrédulité s'est transformée en rage. Waouh, a-t-il claqué. Tu vas vraiment appeler les flics pour ton propre frère parce qu'il a essayé de te faire entendre raison? Tu es allé trop loin. C'est de la folie.
Ce n'est pas toi, Nora. Lisa et ce type, il a pointé un doigt vers Jake, t'ont lavé le cerveau. Jake n'a pas scié. C'est bien elle, a-t-il dit. Tu n'aimes juste pas le fait qu'elle ait enfin du renfort. Mon poignet pulsait. Mon cœur battait la chamade. Mais la peur semblait différente maintenant. Plus nette, plus claire. Tu as franchi une ligne, ai-je dit. Tu n'as pas le droit de mettre tes mains sur moi. Plus maintenant. Ethan a ricané. Oh, s'il te plaît, arrête de jouer à la victime d'abus. Tu blesses tout le monde. Maman est dévastée. Papa est humilié. Le magasin ne tient qu'à un fil. Et toi, tu es là à jouer la princesse blessée. C'est toi qui fais des dégâts. Quelques mois plus tôt, ces mots m'auraient englouti tout entière. J'aurais pleuré, je me serais excusé, j'aurais supplié de réparer les choses. Maintenant, avec mon poignet qui brûlait encore et Jake debout à côté de moi, ça ressemblait juste à ce que c'était, la panique de quelqu'un à qui on a enfin dit non. Je n'ai rien cassé, ai-je dit. J'ai juste arrêté de colmater les brèches pour toi. Son rire était dur. Tu es juste jalouse, a-t-il dit. Tu as toujours été jalouse du fait que maman et papa ont réellement besoin de moi. C'est moi qui compte. Sans moi, toute la famille s'effondre. J'ai soutenu son regard. Alors laisse-la s'effondrer, ai-je dit. Les mots sont restés suspendus entre nous. Sa bouche s'est ouverte comme s'il allait recracher quelque chose, mais rien n'est sorti. Il a quand même fait un pas de plus vers moi, comme si la simple proximité pouvait me ramener dans le vieux scénario. J'ai qu'à bouger. Prêt. On a fini, ai-je dit. Ne viens pas à mon travail. Ne me suis pas. Si tu te montres encore ou si tu mets tes mains sur moi à nouveau, c'est moi qui appellerai la police. Et je n'hésiterai pas, je me suis tourné et j'ai commencé à marcher vers l'arrêt de bus avec Jake. Ethan nous a crié après, disant à quel point j'étais ingrate, comment je choisissais un mec au hasard plutôt que mon propre sang, comment j'allais le regretter. Mais sa voix devenait plus petite à chaque pas. Pour une fois, je ne me suis pas retourné pour voir à quel point il avait l'air blessé. Ce soir-là, j'ai montré à tante Lisa les faibles marques rouges sur mon poignet. Elle est devenue très immobile. Comme le font les gens juste avant d'exploser. Il t'a attrapé, a-t-elle dit. Ici, à Portland. J'ai hoché la tête. Jake était là, ai-je ajouté rapidement. Il est intervenu. Rien d'autre n'est arrivé. Ça ne l'a pas détendu. On devrait déposer une main courante, a-t-elle dit. Au moins pour que ce soit enregistré. Aujourd'hui c'est une empoignade devant une bibliothèque. Demain c'est pire. Les gens qui pensent avoir des droits sur ton corps parce que vous partagez le même ADN ne s'arrêtent pas magiquement à un poignet. Je me suis imaginé assise dans un commissariat, racontant l'histoire à un officier qui pourrait décider que ce n'était qu'une dispute familiale. Je me suis imaginé mes parents l'apprenant et incendiant mon téléphone de rage. Une partie de moi voulait que cette ligne soit tracée à l'encre. Une autre partie de moi était juste fatiguée qu'ils occupent encore plus d'espace dans ma journée. S'ils se montrent encore, s'ils me touchent encore, on y va, ai-je dit. Pas de discussion. Mais pour l'instant, je pense qu'il a enfin compris que je suis sérieuse. Lisa a étudié mon visage pendant une longue seconde, puis a hoché la tête une fois. D'accord, a-t-elle dit. Mais je te prends au mot. 2 jours entiers se sont écoulés sans appel, sans texto, sans apparition surprise. Pour la première fois depuis mon départ de Seattle, le calme ressemblait à une véritable paix au lieu de la pause avant une autre explosion. Puis mon téléphone a vibré avec un long message de ma mère. Il commençait comme tant d'autres. Nous avons entendu qu'Ethan a essayé de te parler. Il est rentré très contrarié. Nous ne pouvons pas croire que tu as menacé d'appeler la police pour ton propre frère. Ce n'est pas toi, Nora. Puis le ton a changé. Nous avons parlé et prié au sujet de ton ultimatum, et nous n'allons pas jeter Ethan hors de chez lui. C'est notre fils. Il est en difficulté. Lui demander de partir pour que tu te sentes prioritaire et cruel. Nous ne le ferons pas. Ma poitrine s'est serrée, mais j'ai continué à lire. La vérité, c'est qu'il est devenu clair que tu ne veux revenir que si c'est à tes conditions et pour nous punir. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la manipulation. Tu as monté Lisa contre nous et à cause de ça, elle nous a coupé les vivres. Comprends-tu ce que tu as fait à cette famille?
Nous avons dû emprunter de l'argent à des amis pour garder le magasin ouvert ce mois-ci. Nous sommes humiliés après tout ce que nous avons sacrifié pour toi. C'est comme ça que tu nous rembourses. Si tu choisis de rester là-bas, ne t'attends pas à ce que nous continuions à te tendre la main. Nous avons fini de supplier. Nous t'aimerons toujours, mais si tu insistes pour agir comme ça, nous n'aurons pas d'autre choix que de te laisser partir et de nous concentrer sur l'enfant qui se soucie encore de cette famille. J'ai fixé la dernière ligne jusqu'à ce qu'elle arrête de danser devant mes yeux. C'était là, écrit noir sur blanc au lieu d'être implicite. Nous le choisissons, lui. Pas, nous avons 2 enfants et nous allons trouver une solution. Juste une petite phrase nette déclarant ce que leurs actions m'avaient déjà dit depuis des années. J'ai attendu la vague familière de culpabilité et de panique. Elle n'est pas venue. Au lieu de ça, il y a eu ce grand calme étrange et profond en moi, comme si quelque chose s'était enfin mis en place. J'ai tapé 3 mots en réponse. Merci. Adieu. Puis j'ai bloqué ma mère, mon père, Ethan, le chat de groupe familial, chaque numéro et fil de discussion qui menait à cette maison. Mon pouce a tremblé un peu quand j'ai appuyé sur le bouton de confirmation, comme si mon corps était encore câblé pour s'attendre à une punition immédiate. Mais rien ne s'est passé. Pas de nouvelles notifications, pas d'explosion, juste le silence. Et sous ce silence, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, le sentiment que peu importe ce qui s'effondrait à Seattle, à partir de maintenant, ce ne serait plus à moi de le faire tenir ensemble. Les bloqués n'a pas magiquement effacé Seattle de mon esprit. Pendant un moment, je me réveillais encore en m'attendant à ce qu'un nouveau numéro inconnu apparaisse avec une autre tentative de culpabilisation. Ça n'est jamais arrivé. Le silence est resté et la vie à Portland l'a rempli. J'ai continué à travailler à la librairie, apprenant à connaître les habitués et la façon dont la vieille caisse bloquait si on appuyait trop fort sur au total. Jake et moi avons trouvé un rythme facile fait de café, de sessions d'études et de longues promenades dans Forest Park, où les arbres faisaient paraître mon ancienne vie très lointaine. Puis un après-midi, au milieu de la rédaction d'une dissertation pour une bourse, mon téléphone a vibré avec une notification d'une cousine à qui je n'avais pas parlé depuis une éternité. Elle m'avait tagué dans une publication. C'était une photo du café de mon père, sauf qu'il ne ressemblait plus au sien. L'enseigne avec son logo avait disparu, remplacé par un nom différent, et une grande feuille de papier sur la vitrine indiquait « Sous nouvelle direction ». La légende en dessous disait « Fou comme les choses changent vite », avec un émoji triste. Mon cœur a fait ce saut bizarre où l'effroi et le soulagement entrent en collision. Les commentaires racontaient le reste de l'histoire. Des gens demandaient quand ça avait fermé, quelqu'un disait que ça luttait depuis des mois, un autre mentionnait que la plupart du personnel avait été licencié et que l'ambiance était devenue tendue et bizarre avant la vente. Je n'avais pas besoin d'un tableur pour comprendre, sans l'argent de Lisa et avec les faveurs empruntées qui s'épuisaient, le magasin qui était censé être le grand avenir d'Ethan avait été vendu pour payer les factures. Quelques semaines plus tard, j'ai surpris Lisa au téléphone avec un autre membre de la famille. Je n'ai saisi que la moitié de la conversation, mais elle peignait un tableau assez clair. Mes parents essayaient de présenter ça comme une décision commerciale, mais tout le monde savait que c'était du désespoir. Ils réduisaient les dépenses, vendaient les choses de valeur, vivaient de fierté et de vapeur. Le chat de groupe familial où ils avaient l'habitude de poster des photos d'Ethan s'activant au magasin était devenu majoritairement silencieux. Certains proches prenaient discrètement leur parti, se plaignant des enfants dramatiques. Mais beaucoup de gens ont commencé à prendre leur distance une fois qu'ils ont appris que Lisa leur avait coupé les vivres à cause de la façon dont ils m'avaient traité. L'image de famille parfaite qu'ils avaient soignée pendant des années s'était enfin fissurée assez largement pour que d'autres puissent voir à travers. Quant à Ethan, il a fait ce qu'il faisait toujours au début. Il a joué la comédie. Je n'en suis pas fier, mais j'ai vérifié ses réseaux sociaux publics sur le téléphone d'un ami. Il était là, postant des citations vagues sur les gens faux et les serpents dans la famille, se plaignant que la loyauté ne signifiait rien. Il y avait une photo d'un appartement vide avec la légende « Nouveau chapitre, plus de poids mort ». Clairement destiné à moi, et peut-être à nos parents aussi. Les commentaires étaient pleins de gens qui l'encourageaient. Mais après un moment, les publications ont ralenti. Par l'intermédiaire d'un cousin, j'ai appris pourquoi. Avec le magasin disparu, son emploi garanti s'était envolé. Il a décroché un poste de barista dans un autre café, mais son attitude ne s'est pas magiquement ajustée. Il a agressé des clients, s'est disputé avec le gérant, est arrivé en retard. Finalement, ils l'ont viré. Sans salaire fixe,
La dette de carte de crédit qu'il avait accumulée pendant sa phase de pourvoyeur stressé a commencé à le rattraper. Il a fini par partager un appartement exigu avec des colocataires qu'il connaissait à peine, empruntant de l'argent, se plaignant à qui voulait l'entendre que la vie était injuste et que personne n'appréciait à quel point il travaillait dur. Le gars qui m'avait dit un jour, c'est moi qui porte la pression. C'est moi qui compte, avait soudain du mal à payer sa propre part du loyer. J'aimerais dire que je n'ai rien ressenti en entendant tout ça, mais ce ne serait pas vrai. Une partie de moi a ressenti une satisfaction aiguë et laide en regardant le karma faire ce que je n'avais jamais eu le pouvoir de faire directement. Une autre partie de moi a ressenti une sorte de tristesse fatiguée. Pas pour la version de lui qui m'avait attrapé le poignet et essayé de me traîner en arrière, mais pour la version qui aurait pu exister si nos parents n'avaient pas fait de lui le centre de l'univers et de moi le sacrifice intégré. Pendant ce temps, ma vie continuait d'avancer dans une direction différente. J'ai reçu mon acceptation à l'université de Portland avec une bourse. Lisa et moi avons célébré ça avec des plats à emporter et du cidre pétillant bon marché, trinquant à sa table de salle à manger pendant qu'elle me disait à quel point elle était fière. Pas seulement de l'acceptation, mais du fait que j'avais fait le travail pour y arriver tout en me démêlant d'une famille qui ne cessait de réécrire mon histoire. Jake et moi sommes allés à de petits festivals de musique et des foires de rue. Personne ne connaissait mon nom de famille. Personne ne se souciait de qui était mon frère. Le jour de mon 19e anniversaire, Lisa et quelques amis de la librairie ont installé des décorations du magasin à $1 dans le jardin et m'ont surprise avec des cupcakes légèrement bancals. Il n'y avait pas de mensonge sur le fait que j'étais malade, pas d'annulation de dernière minute, personne faisant irruption avec une mauvaise humeur qui surclassait soudainement ma joie. Quand est venu le moment de souffler les bougies, ça m'a frappé. Je ne me préparais pas à ce que quelqu'un gâche tout. C'était calme, simple, et réellement à moi. Parfois, tard le soir, je repasse encore cette soirée originale en boucle et je me demande ce qui se serait passé si mes parents avaient choisi différemment. S'ils avaient dit à Ethan, nous sommes désolés que ton voyage soit tombé à l'eau, mais ce soir, c'est pour ta sœur. S'ils s'étaient excusés sans être sur la défensive, sans transformer ça en ma faute, sans me demander d'être compréhensive une fois de plus, est-ce que je serais resté? Aurions-nous eu une chance de réparer les choses avant qu'elles ne se brisent complètement? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est ceci, un amour qui n'existe que quand on se tait n'est pas de l'amour. Une famille qui ne fonctionne que tant qu'une seule personne absorbe toute la douleur n'est pas saine. Quand les parents étiquettent un enfant comme « sensible » et l'autre comme « fort », ce qu'ils disent souvent en réalité, c'est « voici celui que nous protégerons, et voici celui dont nous attendrons qu'il survive à tout ». Pendant longtemps, j'ai cru que me choisir moi-même signifiait que j'étais égoïste, que partir faisait de moi la méchante. Mais en regardant de loin leur arrangement s'effondrer sans que je sois constamment là pour aplanir les choses, j'ai enfin compris. Je n'ai pas brisé notre famille. J'ai juste arrêté de cacher les fractures qu'ils y avaient construites. La morale n'est pas de couper les ponts avec sa famille dès qu'ils font une erreur. C'est ceci, faites attention à ce qu'ils font quand vous dites « ça m'a fait mal ». Est-ce qu'ils écoutent, assument leurs responsabilités et changent? Ou est-ce qu'ils persistent, vous blâment et s'attendent à ce que vous continuiez à saigner pour qu'ils n'aient pas à se sentir mal à l'aise, surtout quand quelqu'un vous montre que votre douleur est optionnelle, alors que leur confort, lui, semble non négociable? Croyez-les. Vous avez le droit de vous éloigner. Vous avez le droit de construire une vie où vous n'êtes pas le bouc émissaire ou le personnage d'arrière-plan. Alors, si vous étiez debout dans cette cuisine le jour de vos 18 ans, décorations installées, invités, et que votre fête était annulée parce que quelqu'un d'autre avait passé une mauvaise journée. Que feriez-vous? Resteriez-vous à essayer de gagner votre place? Ou sortiriez-vous en ayant la certitude que votre valeur n'est pas quelque chose sur lequel votre famille a un droit de vote? J'ai fait mon choix. Je suis curieuse de connaître le vôtre.